Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer encore une fois la série des bilans d'intersaison. On en est à l'épisode 14 des franchises NFL et aujourd'hui on va parler des Denver Broncos. Pour ce faire, je suis d'abord rejoint par Anto. Salut Anto, comment vas-tu ? Salut Alex, bah écoute, ça va nickel, merci. Et toi, ça va le marathon des podcasts là ? Tranquille, on s'en sort, ça se passe très bien et on verra à la fin, mais en général, je crois que dans un marathon, tu galères à la deuxième partie. Donc, ouais, les crampes, fais gaffe aux crampes. Ouais, voilà, là, je vais voir les crampes. Mais pour l'instant, ça va le faire. Et pour aujourd'hui, du coup, qui dit Broncos, dit Denver Broncos FR. Qui dit Broncos, dit Prince. Salut Prince, comment vas-tu ? Salut les gars, merci de l'invitation. Et c'est bien, on va parler du futur champion de NFL. Bah écoute, c'est bien d'y croire en tout cas, et c'est une belle manière de voir les choses. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas vu Prince la Game Zone qu'on avait fait ensemble, est-ce que tu veux te présenter pour les auditeurs ? Alors, comment me présenter ? Je m'appelle Prince, je suis le foot depuis bientôt 10 ans. Et ce compte existe depuis 9 ans, enfin ça fera 9 ans à la fin de l'année. Et c'est un sport que j'ai découvert un peu par hasard via un jeu sur téléphone. Et puis mon premier Super Bowl était le Broncos Seahawks à New York, au MetLife, avec le froid. Avec l'attaque, la meilleure attaque depuis plusieurs années qui a calé ce soir-là. Ça arrive. Et puis, ce compte est né, je sais pas si c'était prophétique, mais 3 mois avant le titre en 2015. Donc, depuis, j'ai pas connu d'épopée en play-off, mais ça ne saurait tarder. T'as démarré très fort. Et puis on y va. Exactement. T'as démarré fort. Je savais pas. Ouais, mais t'as pris le wagon en marche avant qu'il roule bien, quoi. Donc c'est bien. Après ça a un peu déraillé, mais ça va. On espère en tout cas que ça va fonctionner. Du coup, pour cet épisode, on va faire à peu près la même chose que tous les épisodes, avec un retour sur la saison de 2023, voir un peu ton ressenti, Prince, et puis aussi Anto, le ressenti de la saison. Au niveau de l'intersaison, quels étaient les différents besoins, la free agency, les arrivées, les départs, des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous plaisent pas. Pareil pour la draft, et on se projettera un peu sur 2024. Pour la saison 2023, du coup, on a pris Anto parce qu'Anto, fan des Saints, connaît très bien ton coach, avec plus ou moins d'affection, on pourra le voir sur le moment. Anto, toi, d'un point de vue un peu extérieur aux Broncos, comment est-ce que t'as vécu leur saison ? Voilà, vas-y, moi de mon côté en tout cas, avant de te lancer, c'est le meilleur moment de ma saison étant fan des Dolphins, c'est de vous avoir joué, pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais de voir 70 points, je pensais pas voir ça un jour dans ma vie, et voilà. Donc Anto, je te laisse la main maintenant si tu as envie d'en parler. La saison des Broncos, c'est compliqué. Disons que même le chapitre avec Russell Wilson, qui était attendu un peu comme le Messi, a été compliqué. J'ai l'impression, donc oui, il y a 2 ans, que les Broncos c'était une équipe solide, était une équipe complète. Il leur manquait une chose, c'était un quarterback. Il est arrivé et là ils se sont sûrement dit, ils se sont rappelés quelques années en arrière, ils se sont dit ça va faire comme avec Peyton Manning et on va tout casser là-dedans. Finalement, le gâteau, il a pas pris. Il s'est même effondré, je pense. Que dire ? Alors, bon, forcément, ils sont dans la division du grand champion. Alors, c'est jamais simple. Cette année, leur peut-être seule prouesse, c'est de finir devant les Chargers. Ça, ils peuvent être contents. Bon, ils finissent derrière les Raiders, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis c'était surtout l'arrivée de Sean Payton qu'on connaît bien du côté de la Nouvelle-Orléans. Et alors ça a démarré difficilement. Je crois que ça a démarré sur 3 défaites d'affilée. Et puis à un moment, on s'est dit bon bah la sauce va pas prendre. Et puis il y a une lueur d'espoir dans la saison. Ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée. Et là 4. Et on s'est dit. Et là ils se sont dit. Ouais, vas-y. Non, je disais, c'était 4 défaites, ensuite on gagne et... Ouais.
Et c'est la série de victoires qui ensuite. Voilà, sur 5 victoires d'affilée, et puis ensuite ça a fait que du yo-yo, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, et on les a sentis perdus finalement, les Broncos. Il y a 2 ans, moi, ce qui m'avait plu quand même, c'était votre défense, qui pour moi était incroyable, qui a d'ailleurs sauvé à peu près votre saison, même si c'est un bien grand mot. Et cette année, on les a pas retrouvés, les Broncos. Cette année, c'était un match, l'attaque performait pour moi, et puis l'autre match, c'était la défense. Ils ont jamais réussi à se mettre en adéquation d'une escouade à l'autre, et c'est ce qui a donné un peu ce côté Dancy, et ce côté, on reste sur notre fin avec une équipe qui de base partait assez complète. Non, c'est vrai que il y a eu yo-yo au niveau émotion, mais je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui était juste avant. Je pense que c'était quand même une saison où il y avait quand même certains repères et il y avait des choses que nous en tant que fans on a volontairement tues, notamment l'inimitié ou pas l'inimitié, mais en tout cas on savait depuis le départ que Peyton Sean ne voulait pas du tout de Russell Wilson. Ce qui je sais pas s'il a fait exprès ou s'il a demandé à Vance Joseph d'avoir des choses compliquées au début de saison, qui fait que l'attaque qui était quand même moyenne bonne arrivait à être là, et puis on perd de manière bizarre, notamment contre Washington. Où on perd à la dernière seconde alors que on avait fait tout le comeback, enfin un gros début, on a éteint les lumières et à la fin on avait réussi la Hail Mary et on sait pas pourquoi on perd à 2 points. Enfin, c'était vraiment une saison avec tous des sentiments complètement antagonistes, mais de vrais bons sentiments, parce que ça faisait quand même longtemps, fin de saison, au mois de décembre, qu'on n'avait pas d'aspiration au playoff, et malgré tout ça, on était encore dans la course. Et bizarrement, et quand je dis que Peyton ne voulait absolument pas de Russ, au moment où on avait encore des chances d'être en playoff, il le bench, et en fait on s'est dit bon, la saison est jetée à l'eau, on va peut-être finir 4e, non, parce que Justin Herbert s'est blessé, mais c'était sûr qu'on allait terminer derrière les Raiders, alors qu'on avait une petite avance, et qu'on regardait plus vers les Chiefs. Mais la saison est comme ça, il a obtenu gain de cause, il a encore plus de pouvoir, et on va voir si ça match ou pas. C'est vrai que quand tu passes de 1-5 à 7-6, tu te dis oula, il y a quand même un gros changement qui est fait d'un coup. Et après les 2 semaines où tu bats les Chargers, mais où tu perds contre Las Vegas, je pense que la défaite contre Las Vegas, ça fait un peu mal aussi, parce que t'aurais pu finir ta petite saison en positif. Mais bon, là, pour l'avenir, c'était peut-être mieux d'avoir cette défaite là pour avoir un choix un tout petit peu plus haut que les Raiders, qui au final vous servira pour votre choix de la draft, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, du coup une saison du coup avec plutôt des motifs d'espoir pour la suite, tu dirais, Prince? Oui, parce que c'est pour ça que j'estime que cette saison était vraiment bizarre. Et je pense que le problème ne venait pas forcément du terrain, mais plus des échelons au-dessus, que ce soit le coach et son coaching staff, et au-dessus encore le GM qui, pour moi, et je l'ai dit durant la saison, il n'y avait pas de cap. Et le cap, entre guillemets, on arrivait avec la bougie, et bon, est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il n'y a pas de porte, jusqu'à ce que, bon, la draft a fait que, et cette défaite à Las Vegas nous fait plaisir, puisque si on avait gagné, je suis pas sûr que Bonnick serait avec nous, et puis serait plutôt avec les Raiders. On se serait peut-être trouvé avec Spencer Rattler au second tour, parce qu'on aurait trade down, et enfin voilà. Oui, c'est vrai que tu aurais très probablement fait ça. On va pouvoir parler du coup de l'intersaison et commencer par la free agency. Vous aviez, il me semble, un cap space bien négatif de moins 16 millions avant la free agency.
donc ça limite un peu les différents choix. La free agency qui a démarré avec un cut massif, puisque vous avez cuté Russell Wilson. De ce que tu dis sur la saison, je sais pas que est-ce que tu t'y attendais, tiens, parce que tu savais que la relation était moyenne entre le QB et le coach. Est-ce que tu t'attendais quand même à un cut, parce que ça avait des grosses implications financières, notamment sur le salary cap et beaucoup de dead money? Alors, et petite modification. Alors, c'était moins 16 millions avant le cut de Russell. Oui. Ce qui, en fait, a obligé à couper davantage en faisant ce choix. Mais non, enfin, c'était une possibilité. Mais concrètement, ça ne servait à rien de le couper tout de suite. Parce que déjà, son contrat allait, entre guillemets, kick-in. Et en termes de garantie, d'ailleurs, on voit en termes de dead money, on a séparé la dead money en 2 années. Sauf que les 2 années, c'est les plus grosses garanties, enfin les plus gros, je sais pas comment je peux dire ça en français, mais montant qu'on verse à un joueur sur l'histoire de ce qu'on a pu donner. Donc ça montre bien que cette décision était complètement ubuesque, mais bon, c'est ce qui a été fait et ça a mené à ce qu'on se sépare de pas mal de joueurs emblématiques. Mais non, on s'y attendait pas, si tu veux, ou si vous voulez plutôt l'idée que j'avais, compte tenu de la relation avec Peyton, parce que quand on revient sur un match où il engueule le joueur alors que c'était pas lui qui était en faute, je disais non, il y a quelque chose qui va pas là. Je vois pas pourquoi on le prend en bouc émissaire alors que sur l'action c'était pas forcément lui en faute, mais bon, c'était là, il fallait prendre acte de cette situation. Mais ce que j'estimais, c'était que on allait le garder encore un an et prendre la décision qu'on a prise cette année et donc étaler ce dead cap à partir de 2025. Ce qui faisait que déjà en termes de garantie, on gagnait déjà 30 millions sur le dead money et ça faisait un truc comme 20 et 30 au lieu de 50 et 30. Ouais, c'est ça, 53 millions cette année de dead cap et 32 l'année prochaine. C'est vrai que ce move va te rester dans le travers de la gorge, je pense, un petit moment sur ta flexibilité, ou alors ça va te demander de faire des ajustements un peu plus drastiques et qui vont te pénaliser encore pour d'autres années, qui risquent d'être un petit peu compliqués. On va passer du côté positif. Anto, est-ce que t'as quelque chose qui s'est passé dans cette intersaison et surtout sur cette free agency que t'as bien aimé côté Broncos? Alors pour donner un nom, oui, j'en ai un. Je suis plus optimiste moi du côté de la draft pour les Broncos cette année que du côté de la free agency. Mais du coup, Prince l'a bien évoqué. C'est sûr qu'avec le cap qu'on a, c'est pas pas simple pour les Broncos. Mais moi, alors Malcolm Roche, un petit gars des Saints, donc qui arrive du côté des Broncos, qui connaît bien Peyton puisque il a sa première année chez les Saints, il l'a passé avec Peyton. Donc Peyton le connaît bien. C'est un joueur encore jeune, alors qui était dans la rotation chez nous, qui va peut-être l'être aussi au début chez les Broncos, mais c'était un besoin du côté des Broncos, la ligne défensive. Du coup, je pense que c'est quelque chose, ça va être un joueur qui va être développé, qui va peut-être monter en intensité et peut-être en importance durant la saison pour peut-être s'installer en tant que titulaire sur la suite, mais en tout cas c'est le genre de joueur, voilà, il est jeune, il va pouvoir construire. En plus c'est un contrat alors sur 2 ans pour 7 millions, donc ça va, c'est pas trop cher. Si ça flop, c'est pas ce qui va les embêter sur le long terme. Donc pour le coup, Malcolm Roche, ouais, je suis plutôt satisfait de ce choix. Prince, est-ce que toi t'as quelque chose qui t'a plu de ton côté dans encore une fois, dans la free agency, ça peut être un départ où tu t'es dit très bien qu'il parte, il a rien fait, ou une arrivée où tu te dis ça peut être cool.
Alors, je vais prendre ça de manière globale. Sur les defensive backs, je suis pas content du tout, parce que je pense qu'on s'est plutôt affaibli, voire même drastiquement affaibli. Je parle de free agency, vraiment pas encore la draft en tout cas. Donc sur ce secteur-là, je pense que c'est un peu dommage d'avoir sacrifié notre force en fait, parce que il reste plus que certaines et c'est tout. Enfin, certaines et je garde ce joueur-là pour peut-être à la fin si il y a des surprises ou des noms à suivre et tout. Mais là où dans deux secteurs où on s'est vraiment renforcé, c'est la ligne défensive. On en avait besoin. Ligne défensive et tout ce qui est receveur et tight end. Parce que au niveau des receveurs, bon, je suis un peu triste, je perds Judy, mais on récupère un vétéran avec en personne de Reynolds. Faut voir. Il a produit un petit peu partout. C'est un receveur très honnête qui prendra pas là où je pense que ça faisait un petit peu trop d'ombre à Sutton, qui prendra pas d'ombre à Sutton. Et au niveau de la ligne défensive, donc t'as cité Malcolm Roach et il y a aussi John Franklin Myers des Jets qui est arrivé comme ça sur un trade, je crois que c'est juste avant la draft ou pendant la draft, alors que c'est quand même un poste super important puisque je crois que c'est un nose tackle, je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un nose tackle et au niveau des nose tackles, on avait Mike Parcell qui pour l'instant a été cuté mais qui va revenir pour le minimum à un moment donné soit avant training camp ou qui a déjà été re-signé. Donc il nous fallait quelqu'un pour être le numéro 1 et que Parcell puisse faire la rotation. Donc vraiment sur ce domaine-là et ce secteur, ça peut très grandement nous aider, notamment contre la course où on a beaucoup pêché et ce qui a fait que la seule équipe l'équipe qui a la plus grosse série de victoires est les Raiders. Une équipe qu'on n'a jamais su battre parce qu'ils nous roulaient dessus, littéralement. Yes. Et c'est bien, du coup, ça te montre un peu tout ça. Quand tu dis pour la partie receveur, tu trouves que tu t'es amélioré, c'est parce que tu trouves Reynolds, parce qu'il y a que Reynolds qui est arrivé récemment. Alors, ça peut-être si t'as pris globalement et tu prends aussi la draft pour parler du corps de receveur, parce qu'on est d'accord que réellement c'est Judy qui est parti et Reynolds qui est arrivé pour bien moins cher, mais qui apporte un peu plus de sûreté, c'est ça dans ton esprit. Ok. La sûreté, oui, mais surtout qui fera moins d'ombre à Sutton, qui en ce moment qui demande un nouveau contrat et qui lui reste 1 an ou 2 ans. Et surtout, il y a le retour entre guillemets parce que on lui a juste garanti 7 années de contrat qui était en option et qui n'était, quand on regarde des articles, on croit que c'est une resignature, alors que ce n'est pas une resignature, c'est vraiment, on a juste garanti une année de contrat à Tim Patrick, qui était blessé sur les 2 dernières années. Et donc, avec un corps de receveur, Patrick, Reynolds, Sutton et Troy Franklin qui est arrivé à la draft, ça peut être bien, quoi. C'est vrai, totalement. Du coup, t'as fait un truc assez global sur la partie positive. Je vais parler un peu à Anto. Est-ce qu'il y a un move négatif que t'as envie d'aborder, quelque chose où t'es un peu plus déçu? Alors déçu oui, mais ils étaient un petit peu obligés, mais c'est sûr que la perte pour moi de Justin Simons c'est quand même bien handicapant. Mais c'était au niveau salaire, c'était un petit peu obligatoire. Donc c'est dommage de perdre des joueurs d'une telle importance. Après, vu que c'était obligatoire, j'ai envie de dire c'est comme ça et puis tant pis. Moi par contre j'ai une question pour Prince quand même, parce que et en plus d'ailleurs je
Je crois que tu l'as souligné quand tu as parlé de la saison, et tu as bien souligné le fait que, du coup, Sean Payton, il prend de plus en plus d'importance. Ils l'ont amené pour ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on regarde les signatures, les re-signatures, il y a ce côté. Alors moi, je parlais de Malcolm Roche justement, mais du coup, il re-signe aussi Adam Trotman, il re-signe Will Lutz. Alors Will Lutz, je suis très content qu'il l'ait re-signé parce que c'est vraiment une valeur sûre et je pense que c'est bon pour vous. Il y a aussi la signature de Michael Burton, notre ancien aussi fullback, et il y a Pete Carmichael qui arrive chez vous. Est-ce que on peut aller vite, hein. Il y a pas mal d'anciens du coaching staff des Saints qui viennent chez nous. Donc, et du coup, ma question pour toi, c'est est-ce que ça te dérange pas, dans le sens tu dis ok, on lui laisse les clés complètes de la baraque et puis il assume et puis si ça fonctionne tant mieux, ou est-ce que t'as pas peur qu'il y ait ce côté un peu Bill Belichick où il ramène un peu ses anciens copains, ses anciennes connaissances et où finalement dans quelques années vous allez en pâtir? Ben c'est aussi ça qui m'a un peu saoulé parce que du coup on a donné complètement les clés, ce qui peut être logique puisque c'est le nouveau coach et j'imagine c'est ce qui lui a été dit pour le convaincre de venir. Mais ce qui me gêne, c'est que Carmichael, on est fan des Broncos, mais on n'est pas hermétique à ce qui se passe ailleurs. Les fans des Saints, dans mes proches, qui me disent Carmichael, toute l'année ils en ont chié pour lui et il vient chez nous. On sait qu'il va pas appeler les jeux, mais à quoi ça sert? C'était l'occasion de peut-être faire monter le QB coach. J'ai oublié son nom, qui est un ancien joueur qui est assez jeune, qui commence à avoir de l'importance en plus dans le staff et qui va avoir pas mal d'importance pour le développement de Bonix aux côtés de Peyton. Mais pendant que vous parlerez, je vais essayer de retrouver Davis Webb. Voilà, merci. C'était l'occasion de pourquoi pas lui faire donner une promotion, parce que si ça matche bien et que on voit que Bonix fait une belle saison, ce sera difficile pour lui et pour nous de lui faire refuser un poste de coordinateur quelque part. Là où en mettant en coordinateur, à moins que l'attaque mette 40 pions chaque semaine, on est safe pendant au moins 2 ans, quoi. Donc je trouvais ça un peu bizarre de faire venir Carmichael, mais à contrario, bon, c'est pas forcément lié, si, c'est un peu lié à la off-season, mais à contrario, il y a 2 jours, ils ont fait venir l'ancien coach de Stanford pour un peu épauler le GM et être peut-être le lien entre le staff d'entraînement et l'équipe dirigeante. Mais bon, ça me fait peur. Et j'ai une théorie, c'est que si ça ne marche pas en 2026, on se remet à rechercher un coach et on rechange encore de philosophie et ce sera pas une bonne chose pour Bonix. Oui, c'est sûr, parce que si t'arrives 2026, du coup, il aura quoi, il aura joué 3 ans. Ouais, ça reste 2 ans, je pense. Je pense avant la saison 2026. Ah oui. Ok. Ouais. Donc celle-ci et celle d'après, si on voit pas de, vu que c'est l'équipe de Peyton maintenant, et en plus de ça, par rapport à l'année prochaine, c'est vrai qu'on a moins 30 millions maintenant anticipé. On a fait en sorte de gagner peut-être 60 millions en anticipation sur 2025, ce qui fait qu'on a en projection 40 millions à redistribuer. Donc on est étiqueté comme une équipe à suivre au niveau de la free agency l'année prochaine. Donc aucune excuse pour aller chercher du lourd s'il y a besoin d'aller chercher du lourd. Ce sera probablement au poste de corner, vu ce que tu nous dis. On verra au niveau de la draft et un peu plus tard. Est-ce que, Prince, t'as des choses négatives que tu veux mettre en avant sur cette free agency en plus, ou on a déjà assez parlé de cette free agency?
Je reviens sur du coup les defensive back, mais le corps de linebacker où je trouve on a recruté Cody Barton qui est une machine à plaquer un peu comme Singleton, mais bon, on arrive sur une philosophie ce qui n'est pas la mienne. Est-ce qu'un linebacker est bon quand il fait des plaquages ou est-ce qu'il est bon quand il anticipe le jeu et n'a pas forcément besoin de faire de plaquer? Je laisse les auditeurs réfléchir à cette question. Moi, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé et on aurait pu récupérer un petit linebacker plus haut à la draft. Peut-être que ce sera le cas plus tard l'année prochaine, mais surtout qu'on perd Drew Sanders pour je sais pas si c'est pour la saison, mais maintenant ils reviennent sur le diagnostic en disant qu'il sera peut-être là à la fin de saison, mais c'était le gars qui aurait pu être positionné en inside parce qu'il avait cette dualité entre inside et outside. Donc voilà. On ne s'arrange pas les choses en défense. Ouais. Et oui, c'est un peu compliqué et ouais, il y a eu beaucoup de moves un peu flashy dans l'autre sens, pas trop dans le sens des arrivées mais plus dans le sens des départs, hein. On a parlé de Jerry Jeudy très rapidement, on a parlé de Russell Wilson assez rapidement. Qu'est-ce que tu penses de Cushenberry qui part au Titan, qui était votre centre, qui part pour très cher? Vous avez pas réellement remplacé, après vous avez peut-être remplacé avec j'ai vu que vous avez pris un center mais très tard dans la draft, donc j'ai un peu de mal à penser que ça va jouer nécessairement. Qu'est-ce que t'en penses de ce Cushenberry qui s'en va? C'est un peu le cap casualty de la coupe de Wilson, puisque déjà sans la coupe de Wilson c'était compliqué de le re-signer, alors avec la coupe c'était une mission encore plus impossible, puisque c'est un peu con, on a mis du temps à le développer, et au moment où il commence à enfin être intéressant, on peut pas on peut pas tirer le bénéfice de cette progression, donc c'est un peu dommage de repartir sur un projet, sur un poste où en plus on a un rookie qui va récupérer les ballons derrière. Faut voir cette relation-là, elle sera importante durant les premiers matchs de Knicks. Je pense pas qu'il va commencer la saison du fait de ce que je viens de dire, cette relation au centre QB, où si les deux n'ont aucune expérience, autant jeter la saison dès le départ. Et où je pense que ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir cette fois-ci pas Russell mais Zach Wilson en QB pour débuter la saison et pendant ce temps faire le max pour que le centre puisse gagner, engranger de l'expérience, que ce soit celui qu'on a pris l'année dernière au 5e tour, ou il y a 2 ans au 5e tour, ou celui qu'on vient de prendre en fin de draft, ou peut-être un vétéran qu'on récupérera en fin de camp, qu'on a pu récupérer Will Lutz. Voilà. Ok, je vois très bien. Bon, on va pouvoir tranquillement se projeter vers la draft, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette free agency. Peut-être une chose, c'est pas forcément, oui, c'est lié à la free agency, mais le buzz commence à monter par rapport à encore un joueur des Saints, Alvin Kamara, et c'est pas impossible qu'il y ait un trade, puisque Javonte Williams a clairement pris un step back par rapport à la saison, et puis là sur les activités sans pad, c'est compliqué, et je serais pas étonné qu'il ne soit, parce que pour l'instant et je pense pas que ce soit un écran de fumée, qu'il soit parmi les potentiels cuts ou à trader contre un 7e tour ou contre Peanut bientôt. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un trade pour Kamara et qu'on ne lance pas directement le duo McLaughlin et estimé sur la saison. Et Michael Thomas peut-être aussi qui pourra arriver, hein, il est libre, hein, donc un ancien des Saints, pourquoi pas, hein. Exactement.
T'as envie un peu Non, ça va aller. pour 1 million, pour 1 million et puis il fera 2 matchs et puis voilà quoi. Ok, bah du coup on va pouvoir passer tranquillement à la draft. Je vais vous lire les différents picks, après on pourra en parler. Avec le pick 12, donc au premier tour vous avez récupéré Bonix, quarterback. Au troisième tour, avec le pick 76, Jonah Ellis, defensive end. Quatrième tour, Troy Franklin, receveur, qui était aussi à Oregon comme Bonix. Vous avez pris Chris Abrams-Drain, cornerback de Missouri au 5e tour, et 2 picks après, Audric Estimé, running back dont tu viens de parler, Prince. Au 7e tour, Divon Vele, receveur également, et au 7e tour encore après, Nick Gargiulo, center, dont on a un tout petit peu parlé également. Anto, est-ce que toi, tu as quelques petits mots à dire sur cette draft avant de donner la main un peu plus à Prince? Bah, moi, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai écouté, notamment aussi avec The Trick Play, il y a rien de transcendant, mais il y a rien de mauvais, il y a rien à acheter. Et je suis plutôt d'accord, c'est efficace, ça répond à des besoins. Et autant, du coup, je disais que la free agency, je l'avais pas compris, autant la draft, je la comprends. Et là, je vois le sentiment de vouloir créer sur le futur et sur le moyen terme, avec du développement de jeunes. Donc, je suis plutôt satisfait. Et bah du coup, notamment ce qu'on en a vite fait évoquer, mais ouais, Chris Abrams-Drain, moi je pense que c'est vraiment un joueur. En plus, il disait qu'apparemment à ce niveau-là, c'était vraiment exceptionnel de le choper aussi tard. En plus, j'ai lu, du coup, il a commencé en tant que receveur au collège, donc il a la bonne connaissance de ce qu'il va devoir défendre à partir de la saison prochaine. Il a commencé en tant que receveur et puis finalement il est passé de l'autre côté au niveau escouade défensive. Que c'était un joueur polyvalent. Il a aussi c'était un bon special teamer, donc voilà, il va pouvoir se développer tranquillement pour la première saison. Il va peut-être aussi récupérer une place de titulaire assez vite. La porte n'avait pas l'air fermée. Et je pense que c'est vraiment une bonne pioche de ce côté-là de la part des Broncos. Prince, c'était de lui, toi, dont tu voulais parler de Chris Abrams-Drain, ou tu voulais parler d'un autre corner tout à l'heure quand tu disais des petites surprises qui pourraient arriver à côté de Patrick Surtain? Alors, je pense pas que ce soit Abrams-Drain, mais je pense que ça va être le moment de solidifier du coup moment sur la saison. Punaise, Mac quelque chose. Je l'avais sur le... Le nom t'échappe. Alors, attends, je vais aller voir rapidement. On cherche un Mac, cornerback. Ouais. Attends, ça doit être de l'autre côté. En plus, c'était un nom de draft. Macmillan, c'est ça. Que j'ai appelé Macmillan. Parce que je pense que d'ici quelques temps, il va vite mériter ses millions. Et notamment, c'était le cornerback avec le plus d'interceptions. Et même si les interceptions ne disent pas tout sur le jeu d'un cornerback, il était très très bien sur la saison et c'était un vrai numéro 2. Donc c'était une vraie belle surprise, ce qui jette un peu le trouble sur le corner qu'on a pris l'année dernière à Lemos, qui n'a pas joué l'année dernière, qui devait jouer cette année, qui doit maintenant avoir deux molosses à passer. Je ne suis pas joueur des molosses, c'est pas une dédicace, mais Macmillan et Abrams-Drain maintenant à passer pour être numéro 2. Et puis bon, après je fais pas partie de TTP et je pourrais pas faire le profil exact de Abrams-Drain ni de Moss, mais je suis pas sûr qu'il soit un postulant pour être nickelback.
Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis sur, en tout cas moi ça m'intéresse beaucoup, sur la partie le linebacker qui fait des tacles, c'est pas comme ça que tu évalues s'il est bon, et le cornerback s'il est bon, c'est pas parce qu'il fait des interceptions. C'est vrai qu'on est beaucoup dans cette culture des stats, notamment à cause du soccer, où c'est les passes D, les buts, comment dire, les arrêts pour les gardiens et un peu, et c'est à peu près tout. Ce qui est flashy sur le terrain, en fait. Ouais, c'est ça, bah tu prends les highlights parce que t'as un temps d'attention qui est plus faible, enfin beaucoup de choses comme ça. Ouais, du coup c'est Et super intéressant. d'ailleurs, c'est pas un joueur des Broncos, mais on peut le voir notamment avec le joueur des Cowboys, Trevon Diggs. Ouais. L'année où il est le meilleur, c'est pas l'année où il fait le plus d'interceptions, c'est cette année. Mm. Et ça en dit long sur comment on perçoit un cornerback aujourd'hui. Ouais, bah parce que c'est vrai que une fois qu'il est bon, tu lances plus vers lui. Si tu te fais intercepter 10 fois dans la saison, tu vas plus trop lancer vers ce gars-là. Et on le voit avec comment Jalen Ramsey qui pendant un moment était un des meilleurs et qui interceptait absolument rien parce qu'on lançait pas vers lui. Sauce Gardner, il commence à prendre ce traitement en ce moment de on lance pas trop vers lui. Et ouais, quand t'as le corner qui fait peur, il a moins d'opportunités d'intercepter. Et en général, on lance vers lui quand il se fait avoir. Et c'est là où on dit il est pas bon, il est pas bon. Tais-toi, il est bon. C'est juste, il s'est fait avoir une fois. Mais ok. Et Prince, pour te relancer sur autre chose que tu disais qui était assez intéressant, tu disais que toi tu voyais plutôt Zach Wilson démarrer la saison aux dépens de Bonix qui a été drafté en pick 12. Est-ce que c'est quelque chose que donc c'est ça que t'imagines pour le début de la saison, c'est plus un Zach Wilson? C'est ça. Et je pense que ce serait rendre un très grand service à Bonix. Parce que déjà avoir cette étiquette de, je crois que c'était le 6e QB du premier tour. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. 6e au numéro 12, Sixième, ouais. voilà, 6e QB qu'on lui dit oui, mais on t'a pas pris parce que t'es bon, mais on t'a pris parce que t'étais le dernier potable. Enfin, c'est tout ça alors que ce gamin a des qualités et je pense qu'il colle parfaitement à ce que Peyton recherche dans un quarterback rookie, c'est-à-dire de la précision et de bonnes prises de décision. Et je pense que son expérience collège, qui est immense, a pu amener toute cette expérience qui va pouvoir traduire sur les terrains NFL. Totalement. Il vient d'Oregon, du coup, comme Justin Herbert l'était, et Marcus Mariota, si on a envie de mettre un petit peu de talent. Voilà. Non, mais dans les joueurs qui ont été pris assez haut d'Oregon sur les dernières années, il y a des succès un peu moins bons, donc à vérifier. Mais c'est vrai que tu parlais de la relation centre et de la relation centre-quarterback. C'est vrai que s'il y avait eu Cushenberry, peut-être t'avais plus envie de le démarrer. Et là, vu qu'il n'y a pas, tu mets plutôt Zach Wilson ou connaissant Zach Wilson, c'est possible qu'il se pète, qu'il dégringole au niveau sur la saison, et auquel cas Bonix pourrait jouer quelques matchs peut-être un peu plus tard. Anto, est-ce que toi t'as un joueur que t'as beaucoup aimé lors de cette draft? T'as parlé du cornerback plutôt de Chris Adams. Est-ce que t'as un autre joueur que t'aimes bien dans cette draft? Mais ouais, mais pour rebondir, je suis plutôt d'accord avec Prince sur peut-être Bonix, pas le lancer dans l'arène directement et qu'il se fasse manger tout cru et puis qu'ensuite il passe une saison de calvaire un petit peu comme l'année dernière avec un certain quarterback de la Caroline, coucou Bryce Young, hein, n'est-ce pas, le pauvre. Par contre, le seul problème, c'est que voilà, c'est le truc, c'est que pour préserver Bonix, faut mettre Zach Wilson, quoi. Franchement, moi là déjà, rien que comme ça, j'ai pas envie de regarder les Broncos. Hein. Je regarderai quand ils sont au niveau défensif parce que là, Zach Wilson, c'est vraiment une purge, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Mais bon. Je pense que je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que Bonix, on l'a pris un peu parce que c'était le dernier, entre guillemets, bon quarterback, mais c'était un petit peu le vilain petit canard.
Il y en a aussi qui disaient qu'ils l'ont pris parce qu'ils voulaient pas du coup que les Riders le prennent. Donc il y avait ça, mais c'est surtout que Bonix, il a aussi cette étiquette de ce que j'ai vu qu'à Oregon, il était un peu dans un fauteuil de velours et qu'il a fait des bonnes stats parce que il était bien entouré, il était bien coaché, il était bien amené. Mais je pense qu'il a un véritable talent. Et la bonne pioche des Broncos, c'est d'avoir pris peut-être sa cible préférée avec lui, Troy Franklin, du coup, qui a aussi fait une grosse saison du côté d'Oregon, et les deux ont très très bien matché ensemble. Du coup, c'est peut-être montrer aussi la confiance qu'on a en Bonix en lui disant tiens, on t'a pris on t'a pris une cible que tu connais, on a pris une cible avec qui t'es à l'aise, et avec toi on a envie de faire des choses. Alors pareil, c'est vrai que Sean Payton a émis des choses sur Bonix, notamment il a dit qu'il voyait en lui un petit peu de Drew Brees. Bon, j'ai l'impression que la Nouvelle-Orléans est un peu un spectre au-dessus du Colorado avec Sean Payton. On en revient tout le temps du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais moi, je pense que c'est une vraie bonne pioche. Bonix est un peu comme l'année dernière avec... c'était avec les Titans, avec Will Levis qui était parti lui au second tour. Il y avait eu beaucoup de critiques envers lui. Alors lui, c'était plutôt des déclarations qu'il avait faites au niveau des journalistes avec sa maillot dans le café, etc. Mais je pense que Bonix, si on lui laisse le temps, mais je suis pas sûr qu'il en ait beaucoup parce que après trois journées avec Zach Wilson, il va être lancé. Mais en lui lançant le temps, je pense qu'il peut peut-être devenir le futur quarterback franchise des Broncos, ouais, en effet. Il y a une bye week en semaine 14 pour les Broncos, donc c'est même pas comme si tu avais une bye week en semaine 6 ou 7 et où tu peux le lancer après. 14 c'est un peu tard, mais après tu as 4 matchs compliqués, donc je sais pas si tu as envie de le lancer à ce moment-là. Il y a des petits passages où tu as peut-être envie de le lancer un petit peu plus que quand tu joues Cleveland par exemple, ou d'autres équipes un peu plus tendues à jouer. Est-ce qu'il y a sinon un joueur dans cette draft ou alors un manque au niveau des positions que tu aurais aimé adresser, peut-être Prince? Est-ce que tu ressors un peu de la draft en te disant j'aurais aimé qu'on fasse ça, qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça et que ça n'a pas été fait? Alors avant de répondre à cette question, l'autre joueur qui sera intéressant de suivre, c'est Devon Vele, qui est très rapide, très 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 rapide apparemment, et qui a fait de bonnes sessions au camp, et ça peut être alors il y a deux choses, soit Patrick se répète et de toute façon c'est pas grave, on peut impliquer directement Franklin à sa place, ou de l'autre côté c'est très compliqué pour au niveau des négociations avec Sutton, et clash, Sutton se fait trader avant la saison, très très vite dans la saison. Et donc, à ce moment-là, Franklin serait propulsé en 1 bis avec Reynolds, et Vele pourrait avoir de la place dans cette rotation. Et je vois plutôt les choses comme cela. Une sorte de soupape de sécurité, soupape de sécurité, c'est censé t'apporter des choses, mais une sorte de roue de secours dans le cas où là, les négociations avec Sutton se passent mal. Parce que il est venu sur les sessions obligatoires, mais c'est pas fameux. C'est pas fameux. Ça commence à tourner, c'est des petits segments où il rate les ballons. On retrouve cette atmosphère nauséabonde qu'il y avait autour de Judy, mais cette fois-ci pour Sutton. Donc bon. Mais pour répondre à ta question, tu m'as dit c'était... En gros, est-ce qu'il y a un poste que tu aurais aimé adresser à la draft et ça n'a pas été fait? Ou est-ce qu'il y a un joueur qui a été drafté et tu t'es dit pourquoi lui, quoi? À part Bonix, visiblement, mais... Non, même pas. Je suis content que ce soit finalement Bonix. Il y a très peu de quarterbacks qui m'intéressaient, et c'était pour moi Bonix ou Rattler. Bon, pas avec le pick 12, avec Rattler, mais voilà. Mais le poste, depuis plusieurs saisons,
où on n'accorde pas beaucoup d'importance, c'est le poste de tackle. Et j'en viens à la philosophie qui a été, enfin, pas la philosophie, mais l'idée générale qui a été choisie au moment des coupes. Je pense que Garrett Bowles, qui était déjà un tackle très vieux pour son âge, qui donc là, pour son premier contrat, quand il va se terminer, il aura 32 ou 33, là où un tackle Chip Penny-Sewell, à la fin de son gros contrat, aura à peine 28 ou 27. Donc ça montre le gap qui. Alors après, Penny Sewell était rentré en junior à la NFL, enfin, mais ça montre le gap qu'il y a au niveau de notre tackle phare. Et j'aurais préféré qu'on essaie d'anticiper, peut-être pas cette année parce qu'on n'avait pas assez de pics, mais au moins essayer de trouver un tackle à un moment donné de la draft l'année dernière ou cette année ou il y a 2 ans. Mais le dernier tackle qu'on a pris sur les 3 premiers tours, il me semble, c'était Garrett Bowles en 2017. Ça commence à faire long. Ouais. Ça commence à faire long. Donc avec McGlinchey qui n'était pas à l'assurance touriste, qui a un gros contrat. De l'autre côté à gauche, Bowles qui n'est pas mauvais, mais qui a un gros contrat et en plus est un tackle numéro 1 âgé. Voilà. Je pense qu'on va le payer et j'ai pas envie qu'on le paye entre guillemets au prix fort et aller récupérer un tackle déjà établi à la free agency ou c'est qui tout double. Ouais, je vois très bien. Bah, c'est vrai qu'il y a eu aucun pick qui a été fait à part le centre du coup sur le dernier choix qui a été fait sur la ligne offensive. Et le centre, là, quand je regarde la depth chart, alors c'est ESPN, donc ça veut pas dire grand chose, mais c'est le 4e centre officiellement dans la depth chart, avec c'est Moustifer qui vient des Ravens, qui est projeté comme le numéro 1, mais dans le même temps, c'est Steedham qui est projeté numéro 1 au niveau quarterback, donc les projections, je pense qu'elles veulent pas dire grand chose. Ouais. Mais je pense que Steedham va être cut d'ailleurs. Ouais. Tu penses que quoi, pardon? Steedham va être cut. Ok, ouais, moi, tu vois, c'est... Oui. Parce qu'on ne fait pas venir Zach Wilson pour être numéro 2 et mettre Bonix numéro 3 et partir avec 3 QB dans les 53. Ok, donc plutôt 2 avec un mec dans le practice squad que t'élèves un peu quand t'as besoin. C'est ça. Ok, qui serait le emergency third QB comme tu peux faire maintenant, où t'as pas besoin qu'il soit dans le roster et c'est assez pratique cette partie-là. Est-ce qu'il y a... Et puis... Vas-y, Prince. Non, j'allais dire, puis de manière pragmatique, si je prends ton cas de figure, je suis pas sûr que ça arrive, mais Zach Wilson qui se blesse, on préférera avoir Bonix déjà avec le casque sur le côté que regarder Bonix et le voir en costard. Peut-être qu'il aurait la classe, hein. Ouais, ce serait plus utile sur le terrain que... Ouais, je pense aussi. Surtout avec un pick 12, quand t'avais pas non plus de deuxième tour, c'est vrai que le gap était assez énorme. Est-ce qu'il y a Anto, est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose sur cette draft ou pas? Non, parce je pense que c'était pas mal par rapport au tackle, mais sinon, non, elle est complète, elle est bien, et c'est une draft d'avenir, ça, pour tranquillement, mais sûrement développer les petits nouveaux, les petits rookies, et puis j'espère pour vous, les Broncos, que ça va percer à ce niveau-là, mais ouais, les noms sont intéressants en tout cas. Prince, quelque chose à rajouter sur la draft? Non, très bien. J'espère que tout va matcher. Et puis, comme je dis, il y a les solutions de recours en cas de. Maintenant, il faut que la saison débute et savoir où Simmons va être signé. En espérant que ce soit pas dans la division. Ce qui peut arriver en général, ils aiment bien tous signer dans les mêmes divisions, juste pour embêter. Mais peut-être qu'il fera le chemin inverse et qu'il ira aux Saints, on sait jamais. Hein. Peut-être peut-être que le train marche dans les deux sens. Et je sais pas, j'arrive pas à voir. Enfin, je vois pas non plus, hein, mais c'est plus pour. Je vois pas comment il pourrait bouger Tyrann Mathieu ou à quel point les Saints. Mais
Ouais, puis c'est un peu cher, Simons, hein, je pense aussi. Totalement. Bah écoutez, malgré le talent. On peut passer un peu sur 2024. Déjà, Prince, est-ce que toi, en sortant de cette off-season globale du coup free agency et draft, tu t'es satisfait de ce qui s'est passé ou est-ce que tu te dis on aurait mieux fait autre chose? T'as parlé des corners, t'as parlé des tackles, mais du coup, quel est ton ressenti global sur l'intersaison de Denver? Je suis globalement satisfait, globalement parce que maintenant on a un cap, une vision, je veux dire, Oui. pardon. Ah, mais c'était très clair. Ok. Et on a différents plans qui peuvent se faire et c'est tout ce que je demande, qu'on puisse enfin avoir une vision et que ce soit pas le plus bonheur la chance et s'éclairer la petite bougie et espérer que on ne tombe pas sur une porte ou un monstre. Et puis de toute façon la saison 2024, je commençais par une blague en disant qu'on est le champion, ce sera très peu possible parce qu'on a quand même le double champion dans la division et juste essayer déjà de répondre aux concurrents parce que au niveau des Raiders, je pensais qu'ils allaient au moins prendre Rattler au 3e tour ou au 2e. Bon, ils ont pas fait ce choix. Peut-être qu'ils attendent Sanders de Colorado l'année prochaine ou un autre. Enfin, il faudra voir. Mais c'est bien qu'on ait anticipé de ne pas être les derniers à prendre un jeune QB en division. Anto, comment est-ce que toi tu perçois la chose? Encore une fois extérieur, tu disais free agency pas trop, draft un peu. Enfin draft Ouais. Oui, c'est ça ton avis? Ouais, oui, c'est totalement ça. Je vais rester sur ce que je disais. Moi, la draft m'a intéressé du côté des Broncos, la free agency un peu moins. Néanmoins, il y avait à gérer le cap space, il y avait à gérer les finances. Donc, je comprends aussi que c'est plus difficile de manœuvrer. Et du coup, j'espère que la off-season 2025, sera plus intéressante au niveau free agency du côté de Denver. Et sinon, non, c'est à moitié comblé. C'est du projet. J'attends de voir. Je pense que là, il passe le cap Russell Wilson des 2 dernières saisons et maintenant, Sean Payton devrait à fond dans ce qu'il veut avec les joueurs qu'il veut et puis voilà. Ouais. Et du coup, pour 2024, le planning est sorti. Ouais. Du coup, vous jouez effectivement la FC West évidemment pour les 6 matchs. Vous avez 4 matchs contre les franchises de NFC Sud, donc Tampa, Carolina, Falcons et Panthers. Non, pardon, j'ai déjà dit Panthers. Ouais, et les Saints. Les Saints, bah évidemment les On Saints. n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, c'est pour ça. On en parle, il y a un moment où ça va bien s'affronter. En plus, ce sera un match en prime time vu que c'est un match du Thursday Night Football. Et l'autre division qui est affrontée, c'est la FC Nord, donc un peu plus compliqué avec Baltimore, Cleveland, Cincinnati et Pittsburgh. Et les 3 derniers matchs, c'est Seattle, les Jets et les Colts. Voilà un peu le planning. Anto, toi, qu'est-ce que t'as comme prévision sur la saison des Broncos la saison prochaine? Moi, je suis parti sur un 6-11 pour la saison régulière, malheureusement. Je pense que ça va être compliqué cette saison. J'espère pour vous que vous allez enfin battre les Riders au moins une fois. Je pense que déjà ça serait une victoire, ça pour vous. Vous seriez fiers. Ouais. Ça fait 8 ans. Ouais, c'est pour ça. Peut-être la rage, l'envie va enfin supplanter la domination des Riders. Mais non, mais quand tu regardes le calendrier, comme d'hab, chaque année pour vous, mais retaper 2 fois Kansas City, les Chargers, je pense que ça va pas être simple aussi cette année. Ils ont fait une bonne off-season pour moi. Il y a Pittsburgh, il y a les Jets aussi, ça va pas être simple. Les Browns. Du coup, non, je pense que ça va être une saison pour vous de transition, tranquillement. L'année dernière, je crois que vous finissez en 2-4 en division.
Bon, voilà, peut-être essayer d'équilibrer ça en 3-3. Mais ouais, moi j'avais noté une saison de reconstruction et de transition pour les Broncos, donc ça va pas être flashy, mais il y aura quelques matchs comme ça qui vont, je pense, être intéressants et dans lesquels vous aurez envie de vous donner à 100%. Donc voilà. Et toi, Prince, du coup, tu disais en rigolant champion, tu imaginerais un bilan de combien à peu près? Est-ce que tu as une idée ou une tranche entre guillemets de possibilités? Alors, ce qui serait bien, et après, bon, c'est toujours un peu bâtard de donner comme ça un chiffre de victoire ou de défaite. Mais ce qui serait bien, c'est que si on est en dessous de, allez, 7-6 victoires, et que Bonix monte de belles choses, ce serait une bonne chose. Maintenant, si on est en dessous de 7 victoires, mais que c'est la cata, Bonix n'a pas joué ou Bonix a été mauvais, voilà, ce sera un peu compliqué de tirer du positif dans la saison. Après, tout ce qui sera au-dessus de 7 victoires, ce sera exceptionnel au vu de la difficulté du calendrier qu'on a et aussi au vu du camembert, pas du camembert, mais du gruyère qu'on a dans le roster, voilà. Totalement, je comprends. C'est vrai En que souhait, vraiment, 6 à 9 victoires, ce serait la bonne zone, avec un petit astérisque pour Bonix. ouais, parce que là, t'es dans une nouvelle direction, du coup, t'as plus un QB que tu payes super cher. Enfin, tu le payes toujours super cher, mais il est plus dans ton roster. T'as l'objectif de développer le nouveau. Calendrier difficile. C'est vrai que ça résume bien tout ça. Une bye week assez tardive où tu peux pas nécessairement faire un changement de QB au milieu de la saison. Derrière, en plus, les 4 matchs qui te restent, c'est Colts, Chargers, Bengals, Chiefs. Donc, je sais même pas si t'as envie nécessairement de lancer Bonix à ce moment-là, si tu le lances uniquement pour raison post-bye week. Donc, ouais, c'est ce qu'on verrait, quoi. Et puis ces équipes-là, j'espère pour elles qu'elles seront en mode playoff ou cherchant à avoir les playoffs. Donc, ce sera vraiment pas le meilleur moment, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, globalement, les Colts, ils peuvent viser leur div, les Chargers, la 7e, 6e place, les Bengals, leur division, et les Chiefs, on les connaît. C'est vrai que, bon, il pourra peut-être démarrer en week 18 quand les Chiefs auront probablement assuré déjà leur place, parce que c'est souvent le cas. Donc, il y a peut-être un moyen de démarrer à ce moment-là. En plus, c'est chez toi, en janvier. Pourquoi pas. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les Denver Broncos en général? Tout bon, Anto? Non. Bah, dans ce cas, tout ce que je souhaite, c'est que, ce que je souhaite, c'est que Bonix nous fasse qu'on ait une saison darling un peu à la Casey de 2017 et qu'on lance Bonix le dernier match, qui nous lance 300 yards contre les Chiefs pour boucler la boucle et on lance une dynastie avec Bonix. Et plus, bah en tout cas, c'est ce qu'on souhaite à la franchise. Et ça va du coup conclure cet épisode. Prince, je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous pouvez suivre Prince du coup @DenverBroncosFR sur Twitter. Et est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te suivre pour l'actualité des Broncos, ou pour toi? Non, parce que je me limite à X ou Twitter, mais non, parce que s'ils sont déjà sur Twitter, c'est déjà très bien. On va essayer de passer la meilleure saison possible. Et bah du coup, n'hésitez pas. En plus, il y a aucun souci. Prince est très cool, donc le flux est sympa. Et n'hésitez pas à aller le suivre de notre part, du coup, Denver Broncos FR. Anto, merci également d'avoir fait l'épisode avec nous. Merci à vous. Toujours sympa de t'avoir sur des épisodes. Pour le prochain épisode, on se retrouvera pour le 16e et donc pour le 15e, pardon, que j'apprenne à compter, et on se retrouvera avec les Carolina Panthers. Donc ce sera le prochain épisode pour des franchises qui vont dans une direction, en tout cas qui ont envie d'aller plus haut, on va dire. Donc ce sera le point commun. Et on se retrouvera dans 2 jours pour cet épisode. Encore une fois, Prince, merci. Encore une fois, Anto, merci. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée, et vive le football.